Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et aujourd'hui on va parler cyclisme, mon autre grande passion avec les sports mécaniques, et on va parler d'une course qui est fantastique parce qu'il y a souvent du spectacle quand même, et c'est une période où de toute façon on a des courses qui sont spectaculaires, c'est la période des classiques flandriennes, les classiques pavés. Et c'était la reine des classiques flandriennes dimanche dernier, c'était le Tour des Flandres, la Ronde die Vlaanderen, pour nos amis néerlandais et flandriens. Une course qui a permis à Alberto Bettiol de s'imposer. On va faire un petit résumé de la course si vous ne l'avez pas vu. C'est assez rapide parce qu'il ne s'est pas passé non plus 150 000 choses pendant la course. On a une échappée qui part au bout de 20 km. Avec Damien Touzé, avec Van Roy, avec Hugo Houleux et j'espère Jesper Hasselmann, qui aura jamais énormément d'avance, cette échappée. Maintenant, comme dans beaucoup de classiques pavés, on sait qu'en partant dans les échappées, ça fait partie des courses où on a quand même beaucoup de chances de faire un bon résultat, donc on évite à ces échappées, on évite qu'elles prennent une marge importante. Ensuite, à 100 km de l'arrivée, il y a une grosse accélération du peloton. On récupère les échappées et surtout le peloton va se casser en deux. Certains coureurs vont se retrouver dans le deuxième groupe. On aura par exemple Oliver Nezen dans le deuxième groupe. L'écart ne sera pas à plus de 20 secondes, 20-25 secondes, mais ça va être une bonne partie de moulinette, comme on dit, pendant 30 bornes. À 68 km de l'arrivée, le peloton se regroupe. Donc là, voilà, il ne se passe plus grand-chose. À 60 bornes de l'arrivée à peu près, on a la chute de Mathieu Van Der Poel, un des favoris qui va tomber après une crevaison roue avant, ce qui est toujours le pire, les crevaisons roue avant. Voilà. Et puis, lors du deuxième passage, du deuxième enchaînement, Vieux-Coirmont-Patenberg, on a l'attaque, beaucoup de coureurs anticipent, 3 coureurs anticipent, Kasper Asgreen, Vandenberg et pas Van Summeren, Van Mark, voilà. Je vais y arriver, je vais regarder voilà, sur ma petite fiche. Van Mark qui accélère. Alors, Vandenberg et Kasper Asgreen, c'est pas une surprise, c'est pas forcément les leaders de leur équipe. D'un côté de Conan Quickstep pour Asgreen, Vandenberg c'est AG2R, donc d'un côté Nezen et à ce moment-là Stibar, qui est encore dans le peloton. Et puis Van Mark, pardon, c'est un peu plus une surprise, le Belge, je vais y arriver, parce que c'est un coureur qui normalement est favori, mais il est tombé en début en début de cette période de classique belge. Et voilà, il s'est fait un petit peu mal au genou, il n'est pas au top de sa forme. Un quatrième larron va les rejoindre peu de temps après, c'est Dylan Van Baarle, néerlandais, qui est un coureur plutôt intéressant sur les pavés, qui a rejoint l'équipe Sky l'année dernière, il était chez EF Education First. C'est un bon coureur, c'est pas le meilleur coureur au monde, mais c'est un bon coureur qui sait passer les pavés. Ce groupe-là va avoir 25-30 secondes d'avance. Il va exploser au fur et à mesure de la course. Et à 30, un peu moins de 30 bornes de l'arrivée, les coureurs vont se faire reprendre un à un. Et ensuite, c'est EF Education First qui prend en main la course avec Van Avermaet au départ, puis Longeveld qui roule. Et ensuite, on attaque le dernier passage Vieux-Coirmont-Patenberg à 20 bornes de l'arrivée. Et dans le Vieux-Coirmont, quasiment au pied du Vieux-Coirmont, Alberto Bettiol accélère et on ne le reverra plus jusqu'à l'arrivée où il s'impose avec 15 secondes d'avance sur un peloton d'une quinzaine de coureurs. Deuxième, Kasper Asgreen et troisième, Christophe. La victoire d'Alberto Bettiol, est-ce que c'est une grande surprise ? Alors pour beaucoup d'experts, oui, c'est une énorme surprise, la victoire d'Alberto Bettiol. Et ben moi, je nuancerai ses propos. Alberto Bettiol, il arrivait à 21 ans chez les professionnels. Quand on arrive à 21 ans chez les professionnels, c'est qu'on a repéré, c'est l'équipe qui vous accueille a repéré un potentiel chez vous, chez les espoirs et chez les juniors. On n'arrive pas à 21 ans comme ça, en n'ayant rien fait de sa vie.
Par exemple, Desmar, voilà, hein, il était champion du monde junior, il est arrivé dans l'équipe Groupama FDJ, enfin à l'époque il s'appelait la Française des Jeux. Pareil pour Benoît Cosnefroy qui est arrivé assez jeune également chez AG2R. Donc quand on arrive à ces âges-là, avant 23 ans, c'est que forcément on a un gros potentiel. Ensuite, Bettiol, il est arrivé à la BMC. Grosse équipe à l'époque où il arrive. Donc ça veut dire qu'il a un encore plus gros potentiel parce que ces équipes-là ne recrutaient pas n'importe qui. Surtout que la BMC avait certes eu déjà des coureurs italiens, mais la BMC c'est une entreprise américaine qui était basée en Suisse, mais qui a souvent recruté des coureurs belges et américains. Les Italiens, c'était pas forcément là où ils cherchaient le plus, même s'ils ont eu Alessandro Ballan dans leur rang, qui était le dernier vainqueur italien, avant Alberto Bettiol, sur le Tour des Flandres. Après, Bettiol, il est aussi entouré de personnes d'expérience. Son entraîneur, l'équipe dans laquelle il est, ce sont des personnes d'expérience dans l'équipe à laquelle il est. C'est l'ancienne équipe Cannondale, mais il y a encore quelques Italiens dans l'équipe. Donc forcément, il s'est bien intégré. Quand il est arrivé cette année, parce qu'il a quitté la BMC cette année, il n'a pas été retenu pour aller chez CCC, parce que je rappelle que BMC est devenu CCC. Et surtout, Bettiol, c'était l'équipier de Van Avermaet. Van Avermaet qui était un énorme leader, surtout ces dernières années, sur les classiques belges. Donc il ne pouvait pas vraiment jouer sa carte personnelle, ce qui était bien dommage, parce que même s'il avait du potentiel, il était obligé de se transformer en équipier. Et pourtant, il a du potentiel, le petit. Depuis l'année dernière, Bettiol, il est très performant. Moi, je l'avais vu en fin de saison l'année dernière sur les classiques italiennes. Sur Milan-Torino, sur toutes ces classiques-là. Je ne sais plus laquelle d'entre elles. Je crois que c'est Milan-Turin. C'est celle qui est voilà, le samedi, la semaine avant le Tour de Lombardie. Dans le final, il était parti, mais de manière très violente en restant assis sur sa selle. Et ça, je m'étais dit, c'est un puncher qui a quand même de la force. C'est ce qu'il faut pour le Tour des Flandres. Parce que pour le Tour des Flandres, pour gagner, il faut avoir des qualités de puncher. C'est plus vallonné que Paris-Roubaix. Donc il faut certes être bon sur les pavés, mais il faut avoir des qualités de puncher. Et surtout, il faut avoir de la puissance. Donc il faut rester assis sur sa selle quand on attaque. Et c'est ce qu'il a fait de manière excellente. Et puis surtout, ça ne m'étonne pas la victoire de Bettiol. Parce que dans son équipe, le leader n'était pas en forme. Van Mark, pardon, je vais y arriver. Van Mark, j'ai envie de ce qu'elle soit Van Summeren. Van Summeren, elle n'est plus vraiment performant. Van Mark, donc n'était pas en forme, blessé. Langevel, c'est un bon coureur, mais qui n'a jamais été un leader. Et ce qui fait que, je pense qu'il a dit à ses coéquipiers, j'ai de très grandes jambes aujourd'hui, je suis en très grande forme. Il avait été déjà performant au Grand Prix E3, qui est la répétition générale du Tour des Flandres. Donc voilà, il s'impose, c'est pas une surprise non plus incroyable de le voir s'imposer. Même si c'est vrai que par rapport à d'autres, c'était pas le favori. Mais cette année, c'était faisable parce que beaucoup de favoris étaient au même niveau. Et on a vu, ça s'est regardé derrière lui. Parce que pourquoi il s'impose personne n'a voulu rouler. Personne n'a voulu rouler. La De Conan Quick-Step était surreprésentée dans ce groupe-là, parce qu'ils étaient plusieurs, mais personne ne voulait rouler pour un leader, parce qu'ils savaient qu'ils n'avaient pas le coureur le plus rapide. Et pourtant, Kasper Asgreen fait deuxième de la course. Christophe, il était un peu seul, même s'il est en très grande forme. Alexander Christophe, je trouve qu'il fait sa meilleure saison de classique depuis l'année où il avait remporté le Tour des Flandres, en 2016. Il finit troisième en faisant le sprint du peloton, et puis derrière on a Van Der Poel. Le problème, c'est qu'il est tombé au mauvais moment. À 60 bornes de l'arrivée, il est obligé de faire un énorme coup il est obligé de rouler pendant 25 km. Le deuxième passage de la course du Vieux-Coirmont et du Patenberg, il se retrouve à récupérer des coureurs qui sont lâchés. Donc c'est pas facile pour faire la remontée. Et ce qui fait qu'il a bien dû rouler pendant 20 bornes à fond, quasiment seul, parce qu'il lui manquait un petit peu des leaders dans son équipe. C'est dommage parce que s'il n'a pas cette crevaison à ce moment-là, je pense qu'il est capable de gagner la course parce qu'il était très 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 fort. Je rappelle que Van Der Poel, c'est le petit-neveu de Raymond Poulidor, pour ceux qui ne le savent pas. Et puis cinquième, Polite,
Michael Matthews. Alors Michael Matthews, premier Tour des Flandres, 6ème. On savait qu'il était performant en côte. On savait pas qu'il était performant sur les pavés. Et puis Oliver Naesen, 7ème. Il lui en manquait un peu, Oliver Naesen, on va pas se mentir. Il s'est retrouvé dans le deuxième groupe à 100 bornes de l'arrivée. C'est dommage. J'ai l'impression qu'il n'est pas encore aussi performant que les années précédentes. Il lui en manque un petit peu. 8ème Valverde, il a dit en interview qu'il ne s'attendait pas à être aussi performant. C'était un rookie également sur cette course Valverde, parce qu'il ne l'avait jamais faite, mais il a été très performant. Ensuite Tige Benoît, toujours en forme sur ce type de parcours. Van Avermaet 10ème, trop esselé. Van Avermaet, c'est terrible. La CCC est une équipe qui n'a pas assez de coéquipiers pour l'aider. Il s'est retrouvé seul. Je sais pas, en plus il roule à fond à 60 bornes de l'arrivée. Je crois qu'après le deuxième passage au Patenberg, il était déjà tout seul, donc il pouvait pas influencer sur la course. C'est des courses et les épreuves flandriennes nous fait avoir des équipiers pour pouvoir être aidés dans les moments difficiles. Les déceptions sur cette course, vraiment les grosses déceptions. Peter Sagan, c'est quand même une déception. Il traverse cette saison de classique flandrienne de manière quasi anonyme. 11ème. Alors certes, il est dans le premier groupe, mais il n'a pas du tout influencé la course. Alors premièrement, comme Van Avermaet, il n'a pas une équipe très performante. Deuxièmement, le fait qu'il ait chopé la grippe en février ne l'a pas arrangé à une phase qui est vraiment importante pour avoir son pic de forme en avril. Et puis, moi je me pose des questions sur Sagan. Est-ce qu'il n'a pas un manque de motivation aujourd'hui quand il a tellement tout gagné, Peter Sagan? Il a tout gagné pendant quasiment 5 ans. C'est compliqué de retrouver la motivation pour gagner un deuxième Tour des Flandres. Alors certes, on peut lui dire choper les records. Oui, mais Sagan, il faut savoir que c'est un mec qui ne connaît pas du tout l'histoire du cyclisme. Il a fait du cyclisme parce qu'il était performant, mais il ne connaît pas du tout l'histoire du cyclisme. Tu lui dis qui est Bernard Hinault, il ne sait pas qui est Bernard Hinault. Il ne sait pas plus qui est Miguel Indurain, si on va dans les mecs qui ont gagné 5 Tours de France. Il ne connaît pas ces gens-là. Il ne connaît pas non plus Johan Moseou ou des coureurs qui ont été très performants sur les classiques pavés. Donc les records, je suis pas sûr que ça l'intéresse. Lui, il veut juste prendre du plaisir sur le vélo. Et moi, j'avais lu une interview de lui en début d'année où il disait des fois, il se fait chier sur le vélo, Il se fait chier quand la stratégie de course n'est pas intéressante. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il a du mal à trouver de la motivation pour faire les efforts supplémentaires, pour se faire mal aux jambes dans les moments clés de la course. Et puis surtout, il était mal placé à plusieurs endroits à 30 bornes de l'arrivée. Il est très très loin encore, Peter Sagan. Donc ça, Wout van Aert un peu décevant. Il a tenté, mais ça n'a pas fonctionné. Il est quand même 14ème, mais c'est sûr que on entend toujours plus de lui aussi. C'est comme Van Der Poel. On aurait voulu qu'il s'impose pour déjà... moi, j'aurais voulu qu'il s'impose. Pourquoi ? Parce que ça aurait permis de dire regarde, le cyclocross, c'est intéressant pour ces courses-là. Et là, on n'en a pas eu la preuve. Sinon, les autres coureurs qui ont été décevants, là je change de page, je regarde les coureurs qui sont très 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 loin et qui finissent loin dans ce classement. L'équipe qui a été décevante, c'est la de Conan Quick-Step, parce que qu'on ait Casper Asgreen qui soit deuxième, c'est un peu une surprise. On attendait les leaders, et le problème c'est que dans cette équipe, beaucoup de leaders se sont retrouvés très très loin et pas top. Alors certes, Lampart et Jungels sont dans le premier groupe, mais ils sont revenus in extremis, Jungels surtout, parce qu'il était lâché en haut du Patenberg. Zenek Stibar finit 36ème, jamais dans le coup, il a complètement explosé à 40 bornes de l'arrivée. Mais vraiment pas en forme Stibar, c'est dommage. Après, l'autre équipe également qui a été décevante, c'est l'équipe Dimension Data. Julien Vermote, on le voit même pas dans les 50 premiers. Il finit très 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 loin. Le meilleur dans leur équipe, c'est Boasson-Hagen, et Boasson-Hagen, on peut pas dire que aujourd'hui il tient une forme incroyable. Boasson-Hagen, il est que je retrouve, il est 32e. Et moi, cette équipe d'Immersion Data, je me demande encore comment elle fait pour être en World Tour. Je pense qu'elle donne beaucoup d'argent pour rester en World Tour.
Parce que c'est pas avec les résultats sportifs. Je rappelle que la dernière, ils n'ont gagné que 7 courses. Dimension Data, ce qui est moins même que Delco Marseille, qui est en deuxième division, qui n'est pas la plus grosse équipe de deuxième division. D'autres coureurs qui ont été décevants, on va les faire rapidement. Alors des coureurs que je mets pas comme décevants, Desmar de Gengol. Pour moi, c'est pas des coureurs qui peuvent gagner un jour cette classique parce que c'est un peu trop vallonné pour eux. Les Français, on peut mettre les Français quand même décevants. Les équipes françaises qui n'ont pas été présentes. Le seul coureur d'une équipe française qui est dans le top 10, c'est Oliver Nessen. Sinon, pour retrouver le premier coureur français, il est très loin, c'est Damien Gaudin qui est 23e, qui a dû faire face au fait que Niki Terpstra a dû abandonner à 160 bornes de l'arrivée, donc ils se sont retrouvés sans leader. Desmar est 28e et Adrien Petit est 26e. C'est pas top quand même, on espère que ça sera mieux sur Paris-Roubaix. Prochaine grande classique de la saison, c'est Paris-Roubaix, c'est dimanche. Je vais essayer de faire une présentation de Paris-Roubaix, mais c'est pas sûr que j'y arrive. De toute façon, on reparlera de la course, on la débriefera après. Et puis sinon, de toute façon, là on arrive au gros moment du cyclisme, parce qu'on arrivera bientôt au Giro. Le Giro, c'est toujours important. Il y aura les 4 jours de Dunkerque aussi. Enfin là, on arrive à un moment hyper intéressant du côté du cyclisme. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner. Comme ça, je sais que les vidéos n'arrivent pas toujours de manière régulière. Comme ça, vous savez tout ce qui se passe sur la chaîne en vous abonnant. Puis bon, ça aide à la monétisation aussi. On va pas se cacher. Et puis, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Et puis, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Ciao, ciao!